Avant d'être le roi le plus aimé de France, Henri de Navarre fut l'homme le plus haï du royaume. Avant de réconcilier un pays déchiré par 40 années de guerre civile, il fut celui que chaque camp voulait voir mort. Avant de prononcer les mots qui changeraient l'histoire de la tolérance religieuse en Europe, il fut un prince sans couronne, un fugitif, un prisonnier, un renégat aux yeux des uns et un hérétique aux yeux des autres. Comment un petit prince né dans un château modeste du Béarn est-il devenu le souverain qui mit fin à l'une des plus longues guerres de religion que le continent ait connues ? Pourquoi a-t-il fallu qu'il change de foi à plusieurs reprises, au risque de perdre l'estime de tous, pour finalement gagner la confiance d'un peuple entier ? Que signifiait réellement régner sur un pays où voisins s'entretuaient au nom du même Dieu ? Et comment se fait-il que 4 siècles plus tard, son nom évoque encore la paix, la clémence et une certaine idée de la France, alors que sa vie fut un enchaînement presque ininterrompu de batailles, de trahisons et de compromis douloureux. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme, elle est celle d'un pays qui faillit disparaître, fracturé en duchés hostiles, en ligues armées, en factions religieuses irréconciliables. Elle est celle d'une époque où la foi n'était pas une affaire privée, mais un instrument de pouvoir, un marqueur d'identité, une raison suffisante pour brûler une ville entière. Elle est aussi celle d'une transformation plus vaste, celle du passage lent, incertain, douloureux, d'un monde médiéval à un monde moderne, où l'État commencerait à s'imposer au-dessus des croyances, où la politique apprendrait, non sans résistance, à se séparer de la théologie. Et elle est, enfin, l'histoire d'un paradoxe fondamental. Comment un homme qui ne croyait peut-être profondément en rien devint le symbole de la réconciliation entre ceux qui croyaient trop ? Pour comprendre Henri, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il naquit. La France du milieu du XVIe siècle n'est pas un pays unifié au sens où nous l'entendons. C'est un patchwork de provinces, de coutumes, de langues, de fidélités locales. Le roi règne depuis Paris, mais son autorité réelle s'amenuise à mesure qu'on s'éloigne de l'Île-de-France. Dans le Midi, on parle occitan. En Bretagne, les seigneurs se souviennent encore de leur indépendance perdue. En Navarre, petit royaume coincé entre la France et l'Espagne, on cultive une fierté farouche, celle d'un peuple montagnard habitué à ne dépendre que de lui-même. Imaginez les Pyrénées au printemps. L'air est encore frais, chargé de l'odeur des pins et de la terre mouillée. Les torrents descendent des sommets avec un bruit constant, presque hypnotique. Les villages s'accrochent aux pentes, avec leurs maisons de pierre grise, leurs toits d'ardoise, leurs cours intérieures où sèchent des peaux de bêtes. C'est un monde rude, loin des fastes de la cour des Valois, loin des palais de la Loire où les rois de France chassent le cerf dans des forêts aménagées. Ici, on chasse pour manger, on élève des troupeaux, on commerce avec l'Espagne voisine, et on prie, bien sûr. Mais la prière, dans ces montagnes, a commencé à changer. La réforme protestante, née en Allemagne avec Luther quelques décennies plus tôt, a trouvé en France un terrain fertile. Non pas partout, non pas uniformément, mais dans certaines régions, certaines villes, certains milieux. Les artisans des villes du Midi, les marchands de La Rochelle, une partie de la petite noblesse du Sud-Ouest, des lettrés, des juristes, des femmes de la haute aristocratie même, ont embrassé les idées nouvelles. On lit la Bible en français, traduite par des hommes courageux ou imprudents. On rejette l'autorité du pape. On dénonce le commerce des indulgences, le luxe des prélats, la superstition des reliques. On prêche un rapport direct entre l'homme et Dieu, sans intermédiaire, sans image, sans rituel jugé idolâtre. Et cette rupture théologique est aussi une rupture sociale, une rupture politique. Car en France, contrairement à l'Angleterre ou aux pays scandinaves, la réforme ne vient pas d'en haut. Le roi de France reste catholique. L'Église gallicane, malgré ses tensions avec Rome,
reste l'église officielle du royaume. Les protestants français, qu'on appellera bientôt huguenots, sont donc une minorité, certes influente, certes bien organisée, mais une minorité dans un pays massivement catholique. Et c'est précisément cette position minoritaire qui rend la situation explosive. Car les catholiques voient dans les huguenots non seulement des hérétiques, mais des traîtres au royaume, des agents de dissolution de l'unité nationale. Et les huguenots, sentant la menace, s'organisent militairement, fortifient des villes, cherchent des alliances à l'étranger. C'est dans ce contexte qu'Henri de Bourbon naît le 13 décembre 1553 au château de Pau. Son père est Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, premier prince du sang, c'est-à-dire le plus proche parent mâle du roi après les fils directs de la couronne. Sa mère est Jeanne d'Albret, reine de Navarre, femme de caractère, d'intelligence et de conviction, qui deviendra l'une des figures les plus marquantes du protestantisme français. Le nouveau-né porte en lui, dès sa première heure, les contradictions du siècle. Par son père, il est lié à la maison royale de France, aux Capétiens, à la lignée la plus ancienne d'Europe. Par sa mère, il est l'héritier d'un petit royaume pyrénéen où le calvinisme s'enracine avec une vigueur particulière. Une légende tenace raconte que son grand-père maternel, Henri d'Albret, frotta les lèvres du nouveau-né avec une gousse d'ail et les humecta de vin de Jurançon. Le geste, qu'il soit véridique ou inventé, dit quelque chose d'essentiel sur l'image que la postérité voudra donner de ce prince. Un enfant de la terre, nourri de saveurs rudes, élevé non dans les soieries de la cour, mais dans la rudesse des montagnes. Un enfant qui, dit-on, courut pieds nus avec les petits paysans béarnais, qui apprit à grimper aux rochers avant d'apprendre le latin, qui mangea du pain noir et du fromage de brebis avant de goûter aux mets raffinés de Paris. Cette image est en partie construite, bien sûr. Henri reçut une éducation soignée, apprit les langues, les lettres, les armes. Mais il est vrai que son enfance fut différente de celle des princes parisiens, et cette différence le marqua durablement. Sa mère joua un rôle déterminant. Jeanne d'Albret n'était pas une femme effacée. Elle gouvernait la Navarre avec une autorité sans partage, réformait l'Église dans ses domaines, protégeait les pasteurs calvinistes, faisait traduire le catéchisme en béarnais. Elle éleva son fils dans la foi réformée, lui inculqua une vision du monde où la conscience individuelle primait sur la soumission à Rome, où la lecture directe des Écritures comptait plus que les rituels. Henri grandit protestant, et cette identité initiale allait peser sur tout le reste de sa vie, comme une marque indélébile que ni les conversions forcées, ni les abjurations stratégiques ne parviendraient jamais tout à fait à effacer. Mais pendant que le jeune Henri grandissait dans ces montagnes, la France s'enfonçait dans la catastrophe. Les guerres de religion, commencées en 1562, déchiraient le royaume avec une brutalité croissante. Ce n'étaient pas des guerres lointaines, menées par des armées professionnelles dans des plaines éloignées. C'étaient des guerres civiles, des guerres de proximité, où le voisin devenait l'ennemi, où le boucher protestant massacrait le boulanger catholique, où des villes entières étaient mises à sac par des bandes armées portant la croix ou la Bible avec la même fureur. Les massacres se succédaient, de part et d'autre. On brûlait des églises, on profanait des tombes, on pendait des prêtres, on noyait des pasteurs. La haine s'alimentait d'elle-même, chaque atrocité justifiant la suivante. Au sommet de l'État, la monarchie vacillait. Le roi Henri II était mort en 1559 d'un accident de tournoi, la lance de son adversaire lui perçant l'œil à travers la visière de son casque. Son fils aîné, François II, régna à peine 1 an et demi avant de mourir d'une infection à l'oreille à 16 ans. Le pouvoir passa alors à un enfant, Charles IX, sous la régence de sa mère, Catherine de Médicis. Cette femme remarquable
souvent caricaturé par la postérité, tenta pendant des années de maintenir un équilibre impossible entre les factions. Florentine de naissance, élevée dans la tradition politique italienne du compromis et de la ruse, elle essaya tour à tour la conciliation, la fermeté, la manœuvre, le double jeu. Elle organisa des colloques entre théologiens catholiques et protestants. Elle accorda des édits de tolérance partielle. Elle arrangea des mariages. Mais chaque tentative de paix était sabotée par les extrémistes des deux camps, et chaque trêve n'était que le prélude à une nouvelle explosion de violence. Dans cette France en ruine, deux grandes maisons aristocratiques se disputaient l'influence suprême auprès du trône. D'un côté les Guises, prince Lorrain, champion du catholicisme intransigeant, lié à l'Espagne de Philippe II, riche, puissant, populaire à Paris, soutenu par le clergé et par la masse des catholiques urbains. De l'autre, les Châtillon-Montmorency et, de plus en plus, les Bourbons-Navarre, chefs du parti huguenot, soutenus par une noblesse méridionale combative, par les villes protestantes du sud et de l'ouest, et regardant vers l'Angleterre d'Élisabeth et les Provinces-Unies pour trouver des alliés. Entre ces deux blocs, la couronne oscillait, tantôt penchant vers l'un, tantôt vers l'autre, cherchant à les affaiblir tous les deux pour préserver sa propre autorité. Et c'est dans ce jeu mortel que le jeune Henri de Navarre allait être projeté, bien avant d'être prêt, bien avant de le vouloir peut-être. Le tournant décisif de son adolescence survint en 1572. Il avait 18 ans. Sa mère, Jeanne d'Albret, venait de mourir quelques semaines plus tôt, dans des circonstances que beaucoup jugèrent suspectes. Henri était désormais roi de Navarre, chef nominal du parti protestant, et il était sur le point d'épouser Marguerite de Valois, la sœur du roi Charles IX. Ce mariage était censé sceller la réconciliation entre catholiques et protestants. Catherine de Médicis l'avait voulu comme un geste de paix, un symbole d'unité retrouvée. Les plus grands seigneurs huguenots étaient venus à Paris pour la cérémonie. L'amiral de Coligny, le chef militaire et moral du protestantisme français, était là, confiant, influent auprès du jeune roi Charles IX, poussant à une politique d'alliance avec les Provinces-Unies contre l'Espagne. Le mariage eut lieu le 18 août 1572 sur le parvis de Notre-Dame. Marguerite, qu'on surnommerait bientôt la reine Margot, était belle, cultivée, libre d'esprit. Henri, qu'on décrivait comme un jeune homme vif, nerveux, au nez proéminent, aux yeux perçants, sentant l'ail et la sueur, était tout le contraire du prince de cour élégant. Le mariage fut célébré dans une atmosphère étrange, tendue, où les sourires masquaient mal la méfiance. Paris était hostile. La population parisienne, massivement catholique, voyait d'un mauvais œil cette noce entre une princesse de France et un hérétique. Les prédicateurs tonnaient dans les églises, des pamphlets circulaient. L'air lui-même semblait chargé de menaces. 4 jours plus tard, le 22 août, l'amiral de Coligny fut blessé par un tireur embusqué. Une arquebuse tirée depuis une fenêtre lui fracassa le coude. Il survécut, mais l'attentat déclencha une spirale de panique et de calcul. Les protestants, furieux, exigèrent justice. Catherine de Médicis et le roi, craignant une révolte huguenote, ou peut-être manipulée par les Guises, ou peut-être agissant de leur propre chef, prirent une décision qui allait hanter la mémoire française pour des siècles. Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, la nuit de la Saint-Barthélemy, les cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois sonnèrent le signal. Ce qui suivit fut un massacre. Les soldats du roi, les miliciens parisiens, la foule elle-même se jetèrent sur les protestants endormis dans leur logement. Coligny fut assassiné dans sa chambre, son corps jeté par la fenêtre, mutilé, traîné dans les rues. Des centaines, puis des milliers de huguenots furent tués à Paris. Le massacre se propagea en province. À Lyon, à Orléans, à Toulouse, à Bordeaux, on tua pendant des jours, parfois des semaines.
Les estimations varient, mais on parle de 5 000 à 30 000 morts sur l'ensemble du royaume. Des familles entières furent exterminées. Des corps flottèrent dans la Seine, dans la Loire, dans le Rhône. Le sang coula dans les ruisseaux des rues pavées. Et Henri de Navarre, au milieu de ce carnage, il fut épargné, mais à quel prix? Réveillé dans la nuit, entouré de soldats, il fut conduit devant le roi Charles IX, qui, selon les témoignages, lui aurait lancé ces mots terribles: la messe ou la mort. Henri choisit la messe. Il abjura le protestantisme. Il se convertit au catholicisme, sous la contrainte, pour sauver sa vie. Et il resta à la cour, prisonnier de fait, surveillé, humilié, réduit à jouer un rôle de prince soumis pendant près de 4 ans. 4 années pendant lesquelles il apprit à dissimuler, à sourire quand il voulait crier, à chasser avec ceux qui avaient tué ses amis, à danser dans les bals de la cour des Valois, tout en nourrissant, au fond de lui, une rage silencieuse, ou peut-être, plus probablement, une détermination froide. Que pensait-il vraiment pendant ces années de captivité dorée? Les historiens débattent encore. Certains voient en lui un opportuniste cynique, un homme sans conviction profonde qui changeait de religion comme de chemise. D'autres y discernent un stratège patient, capable de plier sans rompre, de sacrifier l'apparence pour préserver l'essentiel. D'autres encore suggèrent que la Saint-Barthélemy le transforma radicalement, lui révélant la nature profonde du fanatisme et le convainquant que seule une politique au-dessus des confessions pourrait sauver la France. La vérité est probablement un mélange de tout cela. Henri était un homme complexe, ni saint ni démon, capable de calcul et de sincérité, de cruauté et de clémence, d'appétit charnel violent et de réflexion politique subtile. En 1576, il parvint enfin à s'échapper. L'évasion, organisée lors d'une partie de chasse, le ramena dans ses terres du sud-ouest. Il abjura aussitôt le catholicisme et revint au protestantisme, déclarant que sa conversion avait été obtenue sous la menace. Le geste fut accueilli avec soulagement par les Huguenots, qui retrouvaient leur chef, et avec fureur par les catholiques, qui y voyaient la preuve de sa duplicité. Henri avait 23 ans. Il commençait sa vraie carrière politique. Les années qui suivirent furent celles d'un apprentissage militaire et diplomatique intense. Henri devint le chef de guerre du parti protestant, menant campagne dans le sud-ouest, reprenant des villes, négociant des trêves, perdant des batailles et en gagnant d'autres. Il apprit le métier des armes non pas dans les livres, mais sur le terrain, dans la boue des sièges, dans la poussière des charges de cavalerie, dans les négociations nocturnes avec des capitaines mercenaires qu'il fallait payer en promesses faute d'argent. Il apprit aussi à connaître ses hommes, à inspirer la loyauté par la familiarité plutôt que par la distance, à partager le pain et le vin avec ses soldats, à plaisanter sous le feu, à montrer un courage physique qui n'était pas feint. Car Henri était brave. Pas brave à la manière théâtrale des chevaliers d'autrefois, mais brave de cette bravoure concrète, pragmatique, du chef qui monte à l'assaut parce qu'il sait que ses hommes ne monteront pas sans lui. Il fut blessé plusieurs fois. Il mena des charges personnelles. Il dormit à la belle étoile, mangea ce qu'il trouvait, porta des vêtements usés jusqu'à la corde. Cette image du roi soldat, du roi proche de ses troupes, du roi qui sentait la poudre et le cheval, deviendrait une part essentielle de sa légende. Et comme toute légende, elle contenait une part de vérité amplifiée. Henri cultivait aussi soigneusement cette image, sachant qu'elle le distinguait des princes parisiens perçus comme efféminés et décadents. Pendant ce temps, le royaume de France continuait sa descente aux enfers. Les guerres de religion se succédaient, entrecoupées de paix fragiles que personne ne respectait.
Charles IX était mort en 1574, rongé par la maladie et, disait-on, par le remords de la Saint-Barthélemy. Son frère, Henri III, lui avait succédé, dernier des fils de Catherine de Médicis, roi intelligent mais fantasque, dévot mais libertin, entouré de ses mignons, détesté par les catholiques extrémistes autant que par les protestants. Henri III n'avait pas d'héritier, et selon les lois de succession du royaume de France, la loi salique, le plus proche héritier mâle en ligne agnatique était désormais Henri de Navarre. Cette perspective terrifiait la France catholique. Un protestant sur le trône de France, le fils aîné de l'Église, le roi très chrétien. Impossible, inacceptable, impensable. Et c'est précisément cette inacceptabilité qui donna naissance à la Ligue, cette alliance de catholiques intransigeants, menée par les Guises, soutenue par l'Espagne de Philippe II, financée par l'or espagnol, bénissant par le pape et animée par une ferveur populaire immense, particulièrement à Paris. La Ligue ne se contentait pas de combattre les protestants. Elle contestait l'autorité même du roi Henri III, jugé trop mou, trop ambigu, trop tolérant envers les hérétiques. La Ligue voulait une France purement catholique, une France soumise à Rome, une France débarrassée de tous ceux qui déviaient de la vraie foi. Et c'est ici que l'histoire se complique, s'épaissit, devient un labyrinthe où chaque couloir mène à une impasse ou à un piège. Car il n'y avait plus deux camps, mais trois. Les catholiques royalistes, fidèles au roi Henri III. Les catholiques ligueurs, fidèles aux Guises et au pape. Et les protestants, fidèles à Henri de Navarre. Chacun se méfiait des deux autres. Chacun était prêt à s'allier avec l'un contre l'autre, puis à retourner l'alliance. C'était un jeu mortel de triangulation politique, et au centre de ce triangle, il n'y avait que le vide, l'absence de confiance, l'impossibilité de croire en la bonne foi de quiconque. Que ressentait un habitant ordinaire de la France en ces années 1580 ? Imaginez un paysan du Poitou, cette région frontière entre le nord catholique et le sud protestant. Son village a été pillé 3 fois en 10 ans, tantôt par des soldats huguenots, tantôt par des ligueurs, tantôt par des bandes sans allégeance qui profitaient du chaos pour voler et tuer. Sa grange a été brûlée, sa fille a été violée, son fils aîné est mort de la peste, cette compagne fidèle des guerres civiles. Il ne sait plus à quel saint se vouer, si l'on peut dire. Il veut la paix. Il veut simplement qu'on le laisse labourer son champ, rentrer sa récolte, nourrir ce qui reste de sa famille. Il se moque des querelles théologiques sur la transsubstantiation ou la prédestination. Il veut manger, dormir, survivre. Ce paysan anonyme, ce Français ordinaire broyé par l'histoire, est peut-être le vrai héros silencieux de ce récit. Car c'est la lassitude de millions de gens comme lui qui finira par rendre possible la paix. Ce n'est pas la grandeur d'âme des princes, ni la sagesse des théologiens, ni même le génie politique d'Henri de Navarre qui mettra fin aux guerres de religion. C'est l'épuisement. L'épuisement profond, total, viscéral d'un peuple qui n'en pouvait plus. Mais avant cette paix, il restait encore beaucoup de sang à verser. En 1588, la crise atteignit un paroxysme. Le 12 mai, Paris se souleva contre le roi Henri III. Les barricades surgirent dans les rues, bloquant les soldats royaux. Le peuple parisien, manipulé par les agents des Guises, chassa son propre roi de sa propre capitale. Henri III s'enfuit, humilié, furieux. C'était la journée des barricades, un événement sans précédent dans l'histoire de France, un moment où le contrat entre le roi et sa ville fut rompu de la manière la plus brutale. Acculé, Henri III fit ce que beaucoup jugeaient impossible. Le 23 décembre 1588, il fit assassiner le duc Henri de Guise et son frère le cardinal de Lorraine dans le château de Blois au cours d'une audience piège. Les gardes du roi tombèrent sur le duc à coups de dague. Guise, ce géant qui se croyait intouchable,
s'effondra en murmurant, dit-on, ces derniers mots. Le roi contempla le cadavre et aurait déclaré qu'il paraissait encore plus grand mort que vivant. L'assassinat décapita la Ligue, mais déchaîna une tempête de fureur. Paris entra en insurrection ouverte. Les prédicateurs appelèrent au régicide. Le pape excommunia Henri III. La France sombra plus profond encore dans le chaos. C'est alors que se produisit le rapprochement le plus improbable. Henri III, roi de France catholique, n'avait plus d'allié possible que Henri de Navarre, chef des protestants. Les deux hommes se rencontrèrent au château de Plessis-les-Tours en avril 1589. Imaginez la scène. Deux rois, deux Henri, que tout séparait sauf la nécessité. L'un, raffiné, nerveux, vieilli avant l'âge, rongé par ses propres crimes. L'autre, vigoureux, hâlé, sentant le cuir et la campagne, portant un pourpoint usé. Ils s'embrassèrent, dit-on. Ils pleurèrent peut-être. Et ils scellèrent une alliance qui les mènerait ensemble assiéger Paris, la ville rebelle, la ville ligueuse, la ville qui avait chassé son roi. L'été 1589. Les deux armées royalistes campent à Saint-Cloud, aux portes de Paris. La capitale est sur le point de tomber. Et le 1er août, un moine dominicain nommé Jacques Clément obtient une audience auprès d'Henri III. Il prétend porter un message secret. Quand il est seul avec le roi, il tire un couteau et le frappe au ventre. Henri III mourut le lendemain, le 2 août 1589. Avant d'expirer, il reconnut Henri de Navarre comme son successeur légitime et exhorta les seigneurs catholiques présents à le servir fidèlement. Henri de Navarre était désormais Henri IV, roi de France et de Navarre. Mais un roi sans capitale, sans trésor, sans la reconnaissance de la majorité de ses sujets. Un roi protestant dans un pays catholique. Un roi que le pape refusait de reconnaître, que l'Espagne combattait, que la Ligue voulait remplacer par un prince catholique, que même certains de ses propres alliés regardaient avec méfiance. Sa situation semblait désespérée. Il n'avait qu'une poignée de fidèles, quelques milliers de soldats et l'immensité d'un royaume hostile à conquérir. Les mois qui suivirent furent une démonstration stupéfiante d'énergie, de courage et d'habileté. Henri IV mena campagne sans relâche, marchant, combattant, négociant, séduisant. Il remporta la bataille d'Arques le 21 septembre 1589 avec une armée inférieure en nombre grâce à un usage habile du terrain et de l'artillerie. Puis, le 14 mars 1590, il infligea à la Ligue une défaite écrasante à la bataille d'Ivry, en Normandie. Ivry est l'un de ces moments qui cristallisent une légende. Avant la charge, Henri aurait prononcé ces mots devenus célèbres, adressés à ses cavaliers. « Ralliez-vous à mon panache blanc ». Le panache blanc, c'était le plumet qu'il portait sur son casque et qui permettait de le repérer dans la mêlée. « Si vous perdez vos drapeaux, avait-il dit en substance, cherchez mon panache, vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la victoire. » Que ces mots aient été prononcés exactement ainsi, ou qu'ils aient été embellis par la mémoire, ils résument une image, celle d'un roi qui combat au premier rang, qui partage le danger, qui ne demande pas à ses hommes ce qu'il ne fait pas lui-même. Après Ivry, Henri IV marcha sur Paris et mit le siège devant la capitale. Le siège de Paris de 1590 est l'un des épisodes les plus terribles de cette période. Paris comptait environ 200 000 habitants, et la ville, tenue par les ligueurs, refusa de se rendre. Henri resserra l'étau. Les approvisionnements furent coupés. La famine s'installa. On mangea les chevaux, les chiens, les chats, les rats. On fit du pain avec des os broyés. Des milliers de Parisiens moururent de faim. Les processions religieuses se multipliaient dans les rues,
avec des moines pieds nus portant des reliques, implorant Dieu de sauver la ville de l'hérétique. Et c'est ici que Henri IV prit une décision qui le distingue de la plupart des conquérants de l'histoire. Il leva le siège. Il laissa passer des convois de nourriture pour la population affamée. Selon la légende, il aurait dit qu'il ne voulait pas régner sur un cimetière. « Paris vaut bien une messe », aurait-il aussi déclaré, cette phrase qu'on lui attribue, mais dont l'authenticité est incertaine, et qui résumerait sa philosophie pragmatique. La réalité était plus complexe qu'une simple phrase. Une armée espagnole venue des Pays-Bas menaçait de le prendre à revers. Ses propres troupes étaient fatiguées. Et surtout, il commençait à comprendre que Paris ne se prendrait pas par la force, que la France ne se soumettrait pas à un roi protestant, que la guerre pouvait durer encore 10 ans, 20 ans, sans issue. La question de la conversion se posait donc avec une acuité croissante. Depuis son accession au trône, Henri IV avait promis d'étudier la religion catholique, de se laisser instruire, de considérer une éventuelle conversion. Mais il repoussait sans cesse l'échéance, sachant que s'il se convertissait trop vite, les protestants le lâcheraient sans que les catholiques le croient sincère, et que s'il attendait trop longtemps, le pays finirait par se désintégrer. Les années 1591 et 1592 furent marquées par des combats sporadiques, des négociations secrètes, des intrigues diplomatiques impliquant l'Espagne, le pape, l'Angleterre, les Provinces-Unies. La Ligue s'affaiblissait mais résistait. Ses chefs se disputaient entre eux. Le duc de Mayenne, frère du Guise assassiné, tentait de maintenir l'unité du mouvement. Philippe II d'Espagne poussait pour que sa propre fille, l'infante Isabelle, petite-fille d'Henri II par sa mère, soit élue reine de France. Le Parlement de Paris, ou ce qu'il en restait sous la domination ligueuse, fut convoqué en États généraux pour choisir un roi catholique. C'était l'un des moments les plus dangereux pour Henri IV, celui où la France risquait de basculer dans l'orbite espagnole, de devenir un satellite de la puissance habsbourgeoise. Mais le Parlement de Paris, même ligueur, avait des limites. Le 28 juin 1593, il rendit un arrêt solennel déclarant que la couronne de France ne pouvait pas être transférée à un prince étranger ni à une princesse, conformément à la loi salique. Cet arrêt, dit arrêt Lemestre, fut un moment charnière. Il réaffirmait que le droit français primait sur les ambitions espagnoles, que la France resterait française, même si la question religieuse restait ouverte. Et il laissait la porte ouverte à Henri IV, à condition qu'il se convertît. Henri comprit que le moment était venu. Le 25 juillet 1593, dans la basilique abbatiale de Saint-Denis, nécropole des rois de France, Henri de Navarre abjura le protestantisme et se déclara catholique. La cérémonie fut solennelle, émouvante pour les uns, révoltante pour les autres. Henri, vêtu de blanc, s'agenouilla devant l'archevêque de Bourges, confessa ses erreurs passées, reçut l'absolution. Les cloches sonnèrent. Le peuple cria « Vive le roi !» Les catholiques modérés respirèrent. Les protestants, eux, encaissèrent le coup avec un mélange d'amertume et de résignation. Était-ce sincère ? La question a été posée d'innombrables fois. Henri croyait-il vraiment en la messe, en la transsubstantiation, en l'autorité du pape ? Probablement pas, ou du moins pas avec la ferveur d'un converti sincère. Mais la question est peut-être mal posée. Henri n'était ni un théologien ni un mystique. C'était un politique, au meilleur sens du terme. Il avait compris que la paix importait plus que la doctrine, que le salut du royaume passait avant le salut de son âme, que des millions de vies pesaient plus lourd que ses scrupules de conscience. Et peut-être aussi avait-il compris, avec une sagesse en avance sur son temps, que Dieu, s'il existait, se souciait moins des étiquettes confessionnelles que du bonheur de ses créatures. La conversion ne mit pas fin à la guerre du jour au lendemain. Il fallut encore des années de négociations, de combats locaux, de ralliements individuels, achetés souvent à prix d'or.
car Henri IV comprit aussi qu'il fallait acheter la paix. Les grands seigneurs ligueurs se rallièrent un par un, chacun avec son prix. Le gouverneur de telle province exigeait le maintien de ses privilèges. Le commandant de telle ville voulait une somme d'argent. Tel noble demandait un titre, une charge, une abbaye pour son fils cadet. Henri paya. Il paya avec de l'argent qu'il n'avait pas. Empruntant, promettant, hypothéquant l'avenir. On lui reprocha cette politique de rachat. On dit qu'il bradait le royaume. Mais l'alternative était la poursuite de la guerre, la continuation du massacre, la ruine définitive. Paris lui ouvrit ses portes le 22 mars 1594. L'entrée fut presque paisible, négocié en secret avec le gouverneur ligueur de la ville, le comte de Brissac, qui changea de camp en échange de récompenses substantielles. Au petit matin, les troupes royales pénétrèrent dans la capitale par la porte Saint-Denis et par la porte Neuve. Il n'y eut pas de combat, ou presque. Quelques coups de feu isolés, quelques barricades vite démontées. La garnison espagnole, forte de quelques milliers d'hommes, fut autorisée à quitter la ville avec les honneurs de la guerre. Henri IV les regarda partir depuis une fenêtre, et leur aurait dit, avec cette désinvolture calculée qui était sa marque, « Recommandez-moi à votre maître, mais n'y revenez plus. » Imaginez Paris ce jour-là. Une ville épuisée, amaigrie, marquée par 4 années de siège et de famine. Les rues sont sales, les maisons délabrées, les boutiques fermées. Mais les cloches sonnent et la foule sort, d'abord timidement, puis avec une joie croissante. Le roi est là. Le roi est français. Le roi est catholique désormais. Et surtout, le roi promet la paix. Les Parisiens, ces mêmes Parisiens qui avaient juré de mourir plutôt que de se soumettre à un hérétique, acclamaient maintenant celui qu'ils avaient maudit. La versatilité des foules ? Peut-être. Ou simplement le soulagement immense, physique, d'un peuple qui voit la fin d'un cauchemar. Mais Henri IV savait que la paix ne se décrète pas. Elle se construit, patiemment, pierre après pierre. Les années qui suivirent son entrée dans Paris furent consacrées à la pacification du royaume, province après province, ville après ville. Il fallait désarmer les ligueurs sans les humilier, rassurer les protestants sans provoquer les catholiques, reconstruire une administration dévastée par 30 ans de guerre, remplir un trésor vide, nourrir un peuple affamé. Et il fallait faire tout cela en étant encore en guerre avec l'Espagne, la première puissance militaire du monde. Henri IV eut la chance immense de trouver en Maximilien de Béthune, futur duc de Sully, le collaborateur dont il avait besoin. Sully était protestant, soldat, administrateur rigoureux, économe jusqu'à l'avarice, incorruptible, dépourvu de charme, mais doté d'une efficacité redoutable. Il devint surintendant des finances et entreprit de remettre de l'ordre dans les comptes du royaume avec une énergie méthodique. Il lutta contre la corruption, réduisit les dépenses inutiles, améliora la collecte des impôts, remboursa les dettes les plus pressantes. Il ne faisait pas de miracle, mais il faisait quelque chose de plus précieux. Il rendait l'État solvable, donc crédible, donc capable de gouverner. La relation entre Henri et Sully est l'une des plus intéressantes de l'histoire politique française. Ils étaient très différents. Henri était expansif, séducteur, dépensier, amateur de femmes et de bonne chère. Sully était austère, rigide, méfiant, porté sur les chiffres plutôt que sur les plaisirs. Mais ils se complétaient. Henri donnait la vision, l'élan, le charme politique. Sully fournissait la rigueur, la méthode, la persévérance. Et entre eux existait une loyauté profonde, forgée dans les années de guerre, quand ils avaient partagé les mêmes dangers, les mêmes défaites, les mêmes espoirs. La grande œuvre du règne, celle qui inscrivit le nom d'Henri IV dans l'histoire de la tolérance, fut l'édit de Nantes,
promulgué le 13 avril 1598. Ce texte, souvent mal compris par la postérité, n'était pas une déclaration de liberté religieuse au sens moderne. Ce n'était pas une proclamation des droits de l'homme. C'était un compromis pragmatique, un arrangement politique destiné à permettre la coexistence de deux confessions dans un même royaume. L'édit accordait aux protestants la liberté de conscience sur tout le territoire. Cela signifiait que personne ne pouvait être inquiété pour ses croyances intimes. Mais la liberté de culte, elle, était encadrée. Les protestants pouvaient pratiquer leur religion dans les lieux où elle était déjà établie avant une certaine date, dans les faubourgs de certaines villes, dans les propriétés des seigneurs hauts justiciers. Mais pas partout. Pas à Paris notamment, où le culte protestant restait interdit. Les protestants obtenaient aussi l'accès aux charges publiques, aux universités, aux tribunaux. Des chambres mi-parties, composées à parts égales de juges catholiques et protestants, furent créées pour les litiges impliquant des huguenots. Et, disposition remarquable, les protestants conservaient le droit de maintenir des places de sûreté, des villes fortifiées où ils pouvaient entretenir des garnisons, comme une garantie militaire de leurs droits civils. Ce dernier point dit tout sur la fragilité de la paix. L'édit de Nantes n'était pas fondé sur la confiance mutuelle. Il était fondé sur la reconnaissance lucide de la méfiance. Les protestants ne croyaient pas que les catholiques respecteraient leurs droits si ceux-ci n'étaient pas protégés par des armes. Et ils avaient des raisons de le penser. L'édit était donc un dispositif de coexistence armée, un mécanisme de paix par l'équilibre de la peur, bien plus qu'un hymne à la fraternité. Mais c'était immensément mieux que la guerre. C'était la première fois dans l'Europe moderne qu'un grand État reconnaissait officiellement le droit de deux religions à coexister sur son territoire. C'était un précédent, fragile, imparfait, réversible, mais un précédent. L'édit ne fut pas accueilli avec enthousiasme. Les catholiques intransigeants le détestèrent. Le clergé le condamna. Le Parlement de Paris, institution conservatrice par excellence, refusa de l'enregistrer pendant des mois, et il fallut toute l'autorité du roi pour l'y contraindre. Le pape le qualifia d'édit maudit. De leur côté, les protestants le jugèrent insuffisant. Ils voulaient plus de liberté, plus de places fortes, plus de garanties. Personne n'était satisfait, ce qui est peut-être la marque d'un bon compromis. Pendant que la paix religieuse se construisait laborieusement, Henri IV devait aussi régler la question espagnole. La guerre avec l'Espagne de Philippe II durait depuis des années, et elle épuisait les deux pays. Philippe II lui-même était vieillissant, malade, obsédé par ses ambitions dynastiques, mais incapable de les réaliser. La paix fut signée à Vervins le 2 mai 1598, quelques jours après l'édit de Nantes. L'Espagne reconnaissait Henri IV comme roi de France et restituait les territoires occupés. C'était la fin d'une menace existentielle. Pour la première fois depuis 40 ans, la France n'était plus en guerre, ni civile, ni étrangère. Que faire de cette paix enfin obtenue ? Henri IV et Sully se lancèrent dans une entreprise de reconstruction qui transforma le visage du royaume. Les routes furent réparées, les ponts reconstruits, les canaux projetés. L'agriculture, dévastée par des décennies de guerre, fut encouragée par des mesures concrètes. Henri IV aurait voulu, disait-on, que chaque paysan pût mettre une poule au pot le dimanche. Cette phrase, probablement apocryphe dans sa forme exacte, exprime néanmoins une réalité politique. Le roi avait compris que la prospérité matérielle était la meilleure garantie de la paix sociale, que des ventres pleins produisent moins de fanatiques que des ventres vides. Sully développa une politique économique fondée sur l'agriculture et les infrastructures. Il fit planter des mûriers pour l'industrie de la soie. Il encouragea le drainage des marais. Il créa un réseau de grandes routes reliant les principales villes du royaume. Il accumula un trésor de guerre à la Bastille,
ces fameuses réserves d'or et d'argent qui deviendraient légendaires. La France, lentement, revenait à la vie. Les marchés se remplissaient, les foires reprenaient, les artisans retrouvaient des clients, les paysans réensemençaient les champs abandonnés. Ce n'était pas un miracle économique, c'était le simple résultat de la paix et d'une gestion raisonnable, mais après tant d'années de destruction, cela ressemblait à un miracle. Paris, surtout, se transforma. Henri IV aimait sa capitale d'un amour constructeur. Il fit achever le Pont Neuf, ce pont de pierre qui enjambait la Seine sans maison ni boutique, ouvert à l'air et à la lumière, une nouveauté architecturale pour l'époque. Il fit bâtir la place Royale, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de place des Vosges, avec ses façades de briques et de pierre, ses arcades régulières, son harmonie géométrique. Il fit aménager la grande galerie du Louvre, reliant le palais au château des Tuileries. Il encouragea l'installation d'artisans de luxe, tapissiers, orfèvres, fabricants de soieries, dans les ateliers du Louvre. Paris se parait, se modernisait, retrouvait son éclat. Mais tout n'était pas rose. Henri IV était un homme de passion, et ses passions personnelles eurent des conséquences politiques considérables. Son mariage avec Marguerite de Valois avait été un désastre sentimental dès le premier jour. Les deux époux avaient vécu séparés pendant des années. Marguerite, exilée en Auvergne, menait une existence indépendante. Henri multipliait les maîtresses avec une voracité qui scandalisait même les courtisans les plus libertins. Gabrielle d'Estrées, la plus célèbre de ses favorites, fut pendant des années sa compagne de fait, lui donnant plusieurs enfants. Henri voulut l'épouser, mais elle mourut brutalement en avril 1599, probablement d'une éclampsie, au cours de sa 4e grossesse. Sa mort fut un choc pour le roi, qui pleura, dit-on, abondamment. Il lui fallait un héritier légitime. L'annulation de son mariage avec Marguerite fut obtenue en 1599 et en décembre 1600, Henri épousa Marie de Médicis, nièce du grand-duc de Toscane. Ce mariage était politique, destiné à apporter la dot florentine dont les finances royales avaient besoin et à consolider les liens avec l'Italie. Marie était robuste, féconde, obstinée, et dépourvue de la finesse politique qui aurait pu en faire une alliée utile pour son mari. Leur relation fut difficile, marquée par les infidélités constantes d'Henri et par la jalousie amère de Marie. Mais le dauphin naquit en septembre 1601, le futur Louis XIII, et la succession était assurée. Les dernières années du règne furent paradoxales. La France était en paix, prospère, mieux gouvernée qu'elle ne l'avait été depuis des décennies. Mais Henri IV n'était pas un homme satisfait. Il s'ennuyait peut-être. Il vieillissait, grossissait, souffrait de la goutte. Ses conquêtes féminines continuaient, mais perdaient de leur éclat. Sa dernière grande passion, pour la très jeune Charlotte de Montmorency, tourna à l'obsession ridicule, le roi quinquagénaire poursuivant une adolescente qui fuyait avec son mari aux Pays-Bas espagnols. Cet épisode ternit l'image du souverain et alimenta les rumeurs d'un roi devenu sénile ou incontrôlable. Sur le plan diplomatique, Henri IV préparait une grande expédition militaire contre les Habsbourg. Les tensions avec l'Espagne et l'Empire n'avaient jamais complètement disparu, et la succession de Julie et Clèves, un différend dynastique dans le Saint-Empire, fournissait un prétexte. Sully avait amassé des fonds considérables. Les troupes se rassemblaient. Certains historiens ont vu dans ce projet le fameux Grand Dessein, un plan ambitieux de réorganisation de l'Europe chrétienne en une fédération de États avec arbitrage collectif des conflits. Cette idée, attribuée à Henri IV par Sully dans ses mémoires tardifs, est probablement une reconstruction rétrospective, plus belle que la réalité. Mais elle témoigne de la stature que Henri IV avait acquise dans la mémoire européenne, celle d'un roi capable de penser au-delà des frontières de son propre royaume. Le 14 mai 1610, Paris. Une journée de printemps.
Le roi doit se rendre à l'Arsenal pour voir Sully. Son carrosse s'engage dans les rues étroites de la capitale. Dans la rue de la Ferronnerie, une artère si étroite que 2 voitures ne peuvent s'y croiser, le carrosse est bloqué par un encombrement de charrettes. Le roi est assis, lisent certains récits. D'autres disent qu'il est penché vers l'un de ses compagnons. Un homme roux, grand, d'apparence modeste, se hisse sur la roue du carrosse et frappe le roi de 3 coups de couteau. Le premier touche l'épaule. Le deuxième tranche l'aorte. Henri IV meurt presque instantanément, le sang inondant son pourpoint. L'assassin s'appelle François Ravaillac. C'est un ancien instituteur d'Angoulême, un homme instable, obsédé par des visions religieuses, convaincu que le roi préparait une guerre contre le pape et que tuer l'ancien hérétique serait un acte méritoire aux yeux de Dieu. Il n'avait pas de complice avéré, bien que les rumeurs de complot n'aient jamais cessé. Certains soupçonnèrent les Jésuites, d'autres l'Espagne, d'autres Marie de Médicis elle-même, qui allait bénéficier de la régence. Aucune preuve concluante ne fut jamais établie. Ravaillac fut arrêté sur place, interrogé sous la torture, écartelé en place de Grève le 27 mai 1610, dans des conditions d'une cruauté qui défient la description. La mort d'Henri IV fut un séisme. La France, qui avait enfin trouvé la stabilité, se retrouvait avec un roi enfant, Louis XIII, âgé de 8 ans, et une régente, Marie de Médicis, incapable de poursuivre l'œuvre de son mari. Les grands seigneurs relevèrent la tête. Les intrigues reprirent. Les acquis de la paix commencèrent à s'éroder. L'édit de Nantes survivrait encore quelques décennies, mais de plus en plus fragilisé, jusqu'à sa révocation par Louis XIV en 1685, acte qui plongerait des centaines de milliers de protestants dans l'exil et priverait la France de certains de ses sujets les plus industrieux. Mais revenons un instant en arrière. Revenons à cet homme complexe, contradictoire, insaisissable qu'était Henri IV. Revenons à ce qu'il représentait réellement, au-delà de la légende. Henri IV était-il un grand roi ? La question dépend de ce qu'on entend par grandeur. Si la grandeur se mesure à la capacité de mettre fin à une guerre civile, de réunir un pays fragmenté, de bâtir une paix durable ne serait-ce que relative, alors oui, Henri IV fut un grand roi. Il accomplit ce que personne ne croyait possible. Il transforma un royaume en ruine en un État fonctionnel. Il imposa la coexistence religieuse à un pays qui ne la voulait pas. Il réussit là où Catherine de Médicis, Henri III et tant d'autres avaient échoué. Mais cette grandeur avait ses ombres. Henri IV fut aussi un homme brutal, comme le voulait son époque. Il fit la guerre pendant 20 ans. Ses armées pillèrent, violèrent, tuèrent, comme toutes les armées du temps. Sa politique de ralliement par l'achat créa une noblesse corrompue et vénale. Son absolutisme, même tempéré par le pragmatisme, contribua à concentrer le pouvoir de manière excessive. Et sa vie privée, ses conquêtes féminines incessantes, le traitement parfois humiliant qu'il infligeait à ses maîtresses et à sa femme, disent quelque chose sur la conception du pouvoir masculin à cette époque. Une conception qui ne distinguait guère la souveraineté politique de la domination intime. Il y a aussi la question de la sincérité. Henri IV changea de religion au moins 4 fois dans sa vie. Protestant de naissance, converti de force au catholicisme lors de la Saint-Barthélemy, revenu au protestantisme après son évasion, converti à nouveau au catholicisme en 1593. Cette versatilité choquait ses contemporains et continue d'intriguer. Était-il un homme sans foi, un politique pur, un sceptique avant l'heure ? Ou au contraire, sa capacité à transcender les appartenances confessionnelles témoignait-elle d'une foi plus profonde, plus universelle, une foi en l'homme plutôt qu'en les dogmes ? La réponse, comme souvent avec les personnages historiques, résiste à la simplification. Henri était probablement un chrétien sincère, croyant en Dieu, respectueux de la religion en général,
mais incapable de s'enfermer dans un dogme particulier. Il avait vu de trop près ce que le dogmatisme produisait. Il avait senti l'odeur des bûchers, vu les cadavres dans les rues, entendu les cris des massacres. Et il avait conclu, peut-être sans le formuler explicitement, Que la tolérance n'était pas une faiblesse, mais une nécessité vitale. Non pas un idéal philosophique, mais une condition de survie. Ce pragmatisme religieux était révolutionnaire en son temps. Dans une Europe où la norme était le principe cujus regio ejus religio, celui qui règne détermine la religion de ses sujets, Henri IV proposait quelque chose de radicalement différent. Un roi qui n'imposait pas sa foi, un État qui reconnaissait le pluralisme religieux, une paix fondée non sur l'unité de croyance, mais sur l'acceptation de la différence. C'était fragile, limité, imparfait. Mais c'était le germe de quelque chose d'immense, une graine qui mettrait des siècles à porter ses fruits, mais dont nous récoltons encore les bénéfices. L'édit de Nantes, en particulier, fut un laboratoire de coexistence qui n'eut pas d'équivalent en Europe à cette époque. En Espagne, l'Inquisition traquait les morisques et les conversos avec une rigueur implacable. En Angleterre, les catholiques étaient persécutés et les puritains marginalisés. Dans le Saint-Empire, la paix d'Augsbourg de 1555 avait établi une tolérance entre princes, mais pas entre citoyens, et elle excluait les calvinistes. La France d'Henri IV fut, pendant un temps bref à l'échelle de l'histoire, le pays le plus tolérant d'Europe occidentale. C'est une ironie considérable quand on pense que c'est aussi le pays qui avait connu les guerres de religion les plus sanglantes. Il faut aussi parler de l'économie, car c'est peut-être là que l'héritage d'Henri IV fut le plus concret et le plus durable. La reconstruction menée par Sully ne se limita pas à remplir les caisses de l'État. Elle jeta les bases d'une politique économique active, ce qu'on appellerait plus tard le mercantilisme. L'encouragement des manufactures, le développement des routes, la protection du commerce, l'amélioration de l'agriculture, tout cela contribua à faire de la France du début du XVIIe siècle une puissance économique renaissante. Les marchands français recommencèrent à commercer avec le Levant, avec les Indes, avec les Amériques. Samuel de Champlain fonda Québec en 1608, au nom du roi de France, ouvrant la voie à l'empire colonial français en Amérique du Nord. Cette expansion économique et coloniale n'aurait pas été possible sans la pacification intérieure. Et cette pacification n'aurait pas été possible sans la capacité d'Henri IV à transcender les clivages. C'est le cercle vertueux de son règne. La paix permet la prospérité renforce la paix, et les deux ensemble renforcent l'autorité du roi, qui peut à son tour maintenir la paix. Ce cercle ne durera pas éternellement. Les contradictions internes de la société française, les tensions entre noblesse et bourgeoisie, entre province et pouvoir central, entre catholiques et protestants, entre le roi et les parlements, continueront de travailler le royaume en profondeur. Mais pendant les 12 années du règne effectif d'Henri IV, de 1598 à 1610, la France connut une respiration, un répit, un moment de grâce qui marqua profondément la mémoire collective. Parlons maintenant de cette mémoire, car l'histoire d'Henri IV ne s'arrête pas à sa mort. Elle continue, se transforme, se déforme, se magnifie au fil des siècles. Et cette métamorphose posthume est aussi intéressante que la vie réelle de l'homme. Dès sa mort, Henri IV devint un objet de nostalgie. Sous la régence de Marie de Médicis, puis sous le règne de Louis XIII, puis surtout sous l'absolutisme de Louis XIV, le souvenir du bon roi Henri servit de contrepoint implicite aux excès du pouvoir. Le peuple se souvenait, ou croyait se souvenir, d'un temps où le roi était proche, accessible, humain. La poule au pot devint le symbole d'une politique attentive aux petits, aux faibles, aux oubliés. Le panache blanc représentait le courage simple, sans ostentation. L'image du roi vert galant, le séducteur joyeux, ajoutait une touche de sympathie populaire que les Bourbons suivants,
plus distant, plus solennel, ne parviendrait jamais à susciter. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières réinterprétèrent Henri IV à travers le prisme de la tolérance et de la raison. Voltaire, en particulier, fit d'Henri IV le héros de son poème épique La Henriade, publié en 1723. Dans cette œuvre, Henri apparaît comme un souverain éclairé, un champion de la liberté de conscience, un précurseur des valeurs des Lumières. C'était une lecture anachronique, bien sûr. Henri IV n'était pas un philosophe des Lumières. Il ne croyait pas en la séparation de l'Église et de l'État. Il n'avait pas lu Locke ni Bayle. Mais la récupération était efficace, et elle ancra dans l'imaginaire français l'idée qu'Henri IV représentait un certain idéal de gouvernement, modéré, tolérant, soucieux du bien commun. La Révolution française eut un rapport ambigu avec cette mémoire. D'un côté, les révolutionnaires rejetaient la monarchie dans son ensemble. De l'autre, certains reconnaissaient en Henri IV un roi populaire, un roi qui avait défié Rome et l'Espagne, un roi qui avait mis le peuple avant la religion. Pendant la Terreur, les tombes royales de Saint-Denis furent profanées, et le corps embaumé d'Henri IV fut exhumé, exhibé, puis jeté dans une fosse commune avec les autres dépouilles royales. Son crâne aurait été préservé par un spectateur, commençant un voyage de 2 siècles à travers collections privées et enchères publiques, avant d'être identifié en 2010 et restitué, dans des circonstances controversées, à la basilique de Saint-Denis. Au XIXe siècle, la mémoire d'Henri IV fut instrumentalisée par tous les régimes. La Restauration en fit le modèle du roi légitime, père de la dynastie des Bourbons. La monarchie de Juillet le présenta comme le roi citoyen, le roi bourgeois avant l'heure. Le Second Empire utilisa son image de rassembleur. La Troisième République en fit un précurseur de la laïcité. Chacun y trouvait ce qu'il cherchait, ce qui est peut-être la définition même d'un symbole réussi. La statue équestre d'Henri IV sur le Pont-Neuf, à Paris, est l'un des monuments les plus anciens de la capitale. La statue originale, érigée en 1614, fut détruite pendant la Révolution. Une nouvelle statue fut commandée par Louis XVIII et inaugurée en 1818. Elle se dresse toujours là, le roi de bronze regardant vers le Louvre, impassible, intemporel, dominant le fleuve qui a vu tant d'histoires couler sous les arches de son pont. Les Parisiens passent devant elle sans la voir, comme on passe devant les évidences. Mais que retenir vraiment de cette histoire ? Que retenir quand les faits se sont déposés, quand l'émotion s'est apaisée, quand les jugements ont été suspendus ? Peut-être ceci, qu'il n'existe pas de solution parfaite aux conflits qui déchirent les sociétés humaines, qu'il n'existe pas de paix sans compromis, et pas de compromis sans frustration, sans sentiment d'injustice, sans amertume résiduelle. Que la tolérance n'est pas un état naturel, mais un effort constant, un choix renouvelé chaque jour, une discipline qui va contre les instincts les plus profonds du tribalisme humain. Et que cet effort, quand il est fait, même imparfaitement, même temporairement, produit des résultats qui dépassent infiniment les rêves des dogmatiques et des fanatiques. Henri IV n'était pas un saint. Il était un homme de son temps, avec les brutalités, les préjugés, les limitations de son époque. Mais il avait compris quelque chose d'essentiel, quelque chose que beaucoup de ses contemporains refusaient de voir. Que la diversité des croyances n'est pas une maladie dont il faut guérir le corps social, mais une réalité avec laquelle il faut apprendre à vivre. Et cette compréhension, aussi limitée qu'elle fut dans son expression juridique, changea le cours de l'histoire française et par extension de l'histoire européenne. Revenons maintenant aux derniers mois de cette vie tumultueuse, aux détails intimes de ce que fut le quotidien d'un roi qui savait, peut-être confusément, que son temps était compté. Car il y avait eu des avertissements. Henri IV avait survécu à plus d'une vingtaine de tentatives d'assassinat au cours de sa vie.
Certains étaient de simples rumeurs, d'autres des complots avérés, d'autres encore des tentatives réelles avortées de justesse. Un homme nommé Jean Châtel l'avait frappé au visage en 1594, lui brisant une dent. L'attentat avait servi de prétexte pour expulser les jésuites du royaume pendant quelques années, avant qu'Henri ne les rappelât en 1603, dans un geste de réconciliation qui ne dissipa jamais vraiment la méfiance mutuelle. Ces tentatives successives avaient-elles créé chez Henri une forme de fatalisme ? Certains témoignages le suggèrent. Dans les jours précédant son assassinat, le roi aurait confié à des proches un sentiment de menace diffuse, une intuition que quelque chose de terrible approchait. Des astrologues l'avaient prévenu. Sa femme, Marie de Médicis, avait fait des cauchemars. Le roi lui-même, d'ordinaire si jovial, était décrit comme mélancolique et agité. Faut-il croire à ces prédictions rétrospectives, si communes dans les récits des morts illustres ? Probablement pas en tant que prophétie. Mais elles traduisent une vérité psychologique. Un homme qui a frôlé la mort aussi souvent finit par développer une conscience aiguë de sa propre mortalité. Le couronnement de Marie de Médicis, célébré le 13 mai 1610, la veille même de l'assassinat, prit rétrospectivement une coloration sinistre. C'était Henri qui l'avait voulu, cette cérémonie, pour assurer la continuité dynastique en cas de malheur. Comme si, inconsciemment, il mettait ses affaires en ordre. Marie fut sacrée à la basilique de Saint-Denis, avec toute la pompe que la monarchie française pouvait déployer. Le lendemain, son mari était mort. L'assassinat lui-même fut un événement d'une brutalité presque banale dans son exécution. François Ravaillac n'était pas un conspirateur sophistiqué. C'était un homme seul, perturbé, animé par une conviction religieuse qui avait viré à l'obsession. Il avait essayé à plusieurs reprises d'approcher le roi dans les semaines précédentes. Il avait même tenté de se faire recevoir pour lui transmettre ses visions. Repoussé, ignoré, il en avait conclu que l'action directe était le seul recours. Le fait que la sécurité du roi ait été aussi défaillante ce jour-là, le carrosse sans escorte serré, les rideaux ouverts, le passage par une rue étroite, a alimenté les théories du complot. Mais la vérité est peut-être plus simple et plus terrifiante. La sécurité était défaillante parce que le concept même de protection rapprochée permanente n'existait pas encore de manière systématique. Après la mort d'Henri, le pouvoir passa à Marie de Médicis, qui exerça la régence avec une inexpérience manifeste. Elle s'entoura de favoris italiens, notamment Concino Concini et sa femme Leonora Galigai, qui accaparèrent les charges et les richesses, provoquant la jalousie de la noblesse française. La politique extérieure bascula. Au lieu de la confrontation avec l'Espagne que Henri avait préparée, Marie chercha le rapprochement, organisant le double mariage de Louis XIII avec l'infante Anne d'Autriche et de sa fille Élisabeth avec le futur Philippe IV d'Espagne. Sully, mise à l'écart, se retira sur ses terres. L'œuvre patiente de reconstruction fut compromise par le retour des factions, des gaspillages et des guerres intestines. Le jeune Louis XIII, élevé dans l'ombre de sa mère et de ses favoris, ne retrouverait son autorité qu'avec l'aide du cardinal de Richelieu, ce génie politique qui poursuivrait certains des objectifs d'Henri IV, la construction d'un État fort, l'affaiblissement des Habsbourg, mais par des méthodes bien différentes et avec un rapport au protestantisme beaucoup plus hostile. Richelieu, en effet, supprima les places de sûreté protestantes après le siège de La Rochelle en 1628, réduisant l'édit de Nantes à sa dimension civile et religieuse, sans plus de garantie militaire. Mais comment Henri IV gouvernait-il au quotidien ? Les archives, les mémoires des contemporains, les correspondances nous donnent des aperçus fascinants d'un style de gouvernement très personnel. Henri IV était un roi accessible. Il recevait des visiteurs, écoutait des plaintes, répondait à des lettres. Sa correspondance est immense. Des milliers de lettres dictées ou écrites de sa main, dans un style vif, direct,
parfois brutal, parfois tendre, souvent drôle. Il écrivait à ses maîtresses, à ses généraux, à ses ambassadeurs, à ses financiers, avec la même énergie, passant d'une affaire de cœur à une affaire d'État sans transition. Son conseil était restreint, dominé par Sully pour les finances, par Villeroy pour les affaires étrangères, par quelques autres conseillers de confiance. Henri écoutait, discutait, tranchait. Il n'était pas un roi bureaucrate, méticuleux dans l'examen des dossiers. Il était plutôt un roi intuitif, capable de saisir l'essentiel d'une situation en quelques mots et de prendre des décisions rapides. Ses erreurs étaient celles de l'impatience et de l'impulsion. Ses qualités étaient celles du charisme et de l'adaptabilité. La cour d'Henri IV n'avait pas la magnificence de celle de Louis XIV. Elle était plus modeste, plus provinciale, plus mêlée. On y croisait des soldats gascons au franc-parler, des diplomates italiens aux manières polies, des pasteurs protestants austères, des prélats catholiques onctueux, des femmes brillantes et intrigantes, des poètes, des aventuriers, des espions. Le roi lui-même donnait le ton, mélangeant la familiarité et l'autorité, capable de taper sur l'épaule d'un capitaine, puis de congédier froidement un ministre. Il jurait volontiers, racontait des histoires grivoises, chassait avec passion, mangeait avec appétit, aimait avec excès. Ce portrait d'un roi vivant, charnel, excessif, fait partie intégrante de la légende henricienne. Et il nous permet de comprendre pourquoi ce roi fut aimé, non pas universellement, mais plus profondément que la plupart de ses prédécesseurs et successeurs. Les Français, peuple qui aime les rois qui leur ressemblent, trouvèrent en Henri IV un miroir flatteur d'eux-mêmes. Courageux, rusé, séducteur, gourmand, imparfait mais attachant, capable de grandeur dans les moments de crise et de petitesse dans les moments de calme. Mais revenons au contexte européen plus large, car l'histoire d'Henri IV ne se comprend pleinement que dans ce cadre. La France des guerres de religion n'était pas un cas isolé. Toute l'Europe était traversée par des conflits confessionnels. La guerre de 80 ans aux Pays-Bas opposait les provinces protestantes du Nord à la couronne espagnole catholique. L'Angleterre d'Élisabeth Ier naviguait entre protestantisme officiel et menaces catholiques. Le Saint-Empire romain germanique était un patchwork de principautés catholiques et protestantes dont l'équilibre fragile volerait en éclats avec la guerre de 30 ans à partir de 1618. Dans ce contexte, la solution française, l'édit de Nantes, était observée avec attention par toute l'Europe. Elle n'était pas copiée, car chaque pays avait ses propres traditions juridiques et ses propres rapports de force. Mais elle créait un précédent. Elle montrait qu'un grand État pouvait fonctionner avec deux religions officielles, que la coexistence n'était pas synonyme de chaos, que la paix civile ne nécessitait pas l'unanimité religieuse. Cette leçon, oubliée avec la révocation de l'édit en 1685, serait redécouverte au XVIIIe siècle et contribuerait à alimenter la réflexion sur la tolérance et la liberté de conscience qui aboutirait, beaucoup plus tard, à la Déclaration des droits de l'homme. Il y a également la dimension géopolitique. Henri IV, en faisant la paix avec l'Espagne et en reconstruisant la France, changea l'équilibre des puissances européennes. Sous les derniers Valois, la France avait été trop faible, trop divisée, pour jouer son rôle de contrepoids à la puissance habsbourgeoise. Avec Henri IV, puis avec ses successeurs Richelieu et Mazarin, la France retrouva sa place de grande puissance, capable de rivaliser avec l'Espagne et l'Empire. Cette montée en puissance culminerait sous Louis XIV avec les ambitions de domination continentale que l'on sait. Mais les fondations avaient été posées par Henri IV et Sully dans le travail ingrat de reconstruction d'un État dévasté. Pensons un instant à ce que la France aurait pu devenir sans Henri IV.
Si les guerres de religion avaient continué, si la Ligue avait triomphé, si l'Espagne avait imposé un prince de son choix sur le trône de France, le cours de l'histoire européenne aurait été radicalement différent. La France aurait pu devenir un satellite de l'Espagne, une puissance de second rang, un pays fragmenté en provinces rivales. L'expansion coloniale française n'aurait peut-être pas eu lieu. Le classicisme français, Molière, Racine, La Fontaine, Versailles, n'aurait peut-être pas existé sous la forme que nous connaissons. L'histoire contrefactuelle est un exercice spéculatif, mais elle aide à mesurer l'importance des tournants historiques. Et l'avènement d'Henri IV fut l'un de ces tournants. Revenons à l'homme une dernière fois. À ses faiblesses comme à ses forces. L'une des critiques les plus pertinentes qu'on puisse lui adresser concerne son traitement des protestants après sa conversion. Car s'il leur accorda des droits par l'édit de Nantes, il les abandonna aussi d'une certaine manière. En devenant catholique, il retira au protestantisme français son bouclier le plus puissant, un roi coreligionnaire. Les protestants, désormais minorité protégée par un roi catholique, dépendaient de la bonne volonté du souverain, une bonne volonté qui pouvait disparaître avec le souverain suivant. C'est exactement ce qui se produisit. L'édit de Nantes ne fut pas abrogé parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il reposait sur un équilibre de pouvoir qui ne survécut pas à celui qui l'avait créé. Les protestants eux-mêmes le comprirent, au moins intuitivement. Après la conversion d'Henri IV, beaucoup se sentirent trahis. Certains théologiens calvinistes le comparèrent à Judas. D'autres, plus pragmatiques, acceptèrent le compromis comme le meilleur arrangement possible dans les circonstances. Le synode protestant de Montauban en 1594 reconnut Henri IV tout en exprimant sa déception. C'était l'éternelle tension entre l'idéal et le possible, entre la pureté doctrinale et la survie politique. Et les catholiques ? Tous ne furent pas satisfaits non plus. Les plus intransigeants ne pardonnèrent jamais à Henri son passé protestant. Ils voyaient dans sa conversion une ruse, dans sa tolérance une faiblesse, dans son amitié avec des huguenots comme Sully, une provocation. Le clergé français, dans sa majorité, se rallia au roi par pragmatisme et par crainte de l'Espagne, mais des poches de résistance subsistèrent. Les jésuites, ordre puissant et influent, entretinrent avec Henri IV une relation ambiguë, faite de soumission apparente et de méfiance réciproque. L'assassinat par Ravaillac, un catholique fanatique, rappela brutalement que la réconciliation n'était qu'une surface sous laquelle couvaient encore les braises du fanatisme. Il y a dans la vie d'Henri IV une mélancolie qui se dégage lentement quand on examine sa biographie avec attention. C'est la mélancolie du compromis. Toute sa vie, il fut contraint de choisir entre des options imparfaites, de sacrifier une partie de lui-même pour sauver un ensemble plus grand. Il sacrifia sa foi protestante pour gagner un royaume. Il sacrifia son intégrité pour acheter la paix. Il sacrifia sa vie privée pour les nécessités dynastiques. Et finalement, il sacrifia sa vie tout court, victime d'un fanatisme qu'il avait combattu sans jamais parvenir à l'éradiquer. Ce n'est pas une histoire de triomphe, c'est une histoire de survie. La survie d'un homme, d'abord, qui traversa 40 ans de guerre civile sans y perdre la vie ni l'esprit. La survie d'un pays, ensuite, qui faillit se détruire et trouva en lui la force de ne pas le faire. La survie d'une idée, enfin, l'idée que la tolérance est possible, que la paix vaut le prix du compromis, que les hommes peuvent apprendre à vivre ensemble malgré leurs différences. Pensons maintenant à ce royaume dans sa matérialité quotidienne, dans les années de paix relative qui suivirent l'édit de Nantes. Pensons aux campagnes françaises qui se remplissaient à nouveau, au marché des bourgs où les paysans vendaient leur blé, leurs légumes, leur bétail. Pensons à l'odeur de la terre labourée au printemps, au bruit des moulins à eau qui tournaient sur les rivières,
à la fumée des forges où les maréchaux ferrants battaient le fer. Pensons à ces familles qui, pour la première fois depuis une génération, pouvaient planter un arbre avec l'espoir raisonnable de le voir grandir, de récolter ses fruits, de s'asseoir un jour à son ombre. C'était cela, l'héritage concret d'Henri IV. Pas les grandes idées, pas les traités diplomatiques, pas les monuments parisiens, mais le simple fait que des gens ordinaires purent, pendant quelques années, vivre sans la peur constante de la violence, labourer sans craindre que des soldats viennent piétiner les semis, envoyer leurs enfants au moulin sans craindre qu'ils ne reviennent pas, dormir la nuit sans guetter le bruit des chevaux armés sur la route. La paix, dans sa dimension la plus élémentaire, la plus animale, la plus précieuse. La politique agraire de Sully mérite qu'on s'y attarde un moment. Le surintendant avait compris que la richesse de la France reposait sur sa terre. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Cette formule qu'on lui attribue résumait une conviction profonde. À une époque où beaucoup de conseillers royaux rêvaient de manufactures, de commerce maritime, de conquête coloniale, Sully maintenait que la priorité devait être l'agriculture. Il fit drainer des marais en Sologne et dans les Dombes. Il encouragea la culture du mûrier blanc pour l'élevage des vers à soie. Il tenta de limiter les exportations de blé pour maintenir des prix accessibles. Il protégea les paysans contre les abus des collecteurs d'impôts. Non par bonté d'âme, mais par calcul. Un paysan ruiné ne paie plus d'impôts. Henri IV soutenait cette politique tout en la complétant par des initiatives plus ambitieuses. Il encouragea la fondation de manufactures royales, comme la manufacture des Gobelins pour les tapisseries. Il fit venir des artisans étrangers, flamands, italiens, pour enseigner leur technique aux Français. Il signa des traités de commerce. Il envoya des explorateurs au Canada. Il rêvait peut-être d'une France qui serait à la fois un grenier à blé et un atelier, une puissance terrienne et une puissance maritime. Ce rêve ne se réaliserait que partiellement, mais l'impulsion était donnée. Et Paris ? Paris sous Henri IV connut une transformation urbaine considérable. Outre le Pont-Neuf et la place Royale dont nous avons déjà parlé, le roi fit élargir des rues, construire des quais le long de la Seine, installer des fontaines publiques. La place Dauphine, autre joyau d'urbanisme triangulaire, fut construite sur l'île de la Cité. L'hôpital Saint-Louis fut fondé en 1607, destiné à accueillir les malades de la peste hors des murs de la ville. La grande galerie du Louvre, longue de près de 500 mètres, devint l'un des bâtiments les plus impressionnants d'Europe. Ce qui frappe dans l'urbanisme mauricien, c'est son sens de l'espace public. Les places, les ponts, les promenades étaient conçus non seulement pour la grandeur du roi, mais pour l'usage des citoyens. Le Pont-Neuf, avec ses trottoirs surélevés, ses bancs, ses boutiques ambulantes, devint rapidement le lieu de promenade le plus populaire de Paris, un espace de sociabilité où les classes se mêlaient, où les marchands côtoyaient les gentilshommes, où les saltimbanques amusaient les passants. C'était une conception de la ville qui préfigurait, modestement, les boulevards haussmanniens du XIXe siècle. Mais toute médaille a son revers. L'embellissement de Paris se fit au détriment des finances royales. Les grands travaux coûtaient cher. Et si Sully s'efforçait de contenir les dépenses, Henri IV avait une tendance naturelle à la prodigalité, surtout quand il s'agissait de ses maîtresses. Les sommes versées à Gabrielle d'Estrées, puis à Henriette d'Entragues, puis à d'autres favorites, étaient considérables. Des domaines, des bijoux, des rentes, des titres pour leurs enfants naturels. Tout cela pesait sur le budget du royaume. Sully protestait, grommelait, mais obéissait, sachant que le roi avait ses faiblesses et qu'il était vain de s'y opposer frontalement. Ce détail n'est pas anodin. Il révèle une tension permanente dans le gouvernement d'Henri IV, entre la rigueur nécessaire à la reconstruction et la générosité nécessaire à la fidélisation des élites. Car les grands seigneurs, les gouverneurs de province, les capitaines huguenots ralliés,
les anciens ligueurs achetés, tous avaient été payés pour leur loyauté. Et une loyauté payée est une loyauté qui doit être entretenue. Le roi devait sans cesse distribuer, récompenser, promettre, pour maintenir le fragile édifice de son pouvoir. L'État henricien était en partie un réseau clientéliste, une construction de faveurs et de dettes mutuelles, et cette structure, si elle garantissait la stabilité à court terme, créait des rigidités et des mécontentements à long terme. La noblesse française, en particulier, restait un problème. Affaiblie économiquement par les guerres, dépossédée de son pouvoir militaire autonome par la centralisation progressive de l'État, privée de son rôle religieux par la tolérance imposée, la noblesse cherchait des compensations dans les charges de cour, les pensions royales, les gouvernements provinciaux. Henri IV gérait cette noblesse avec un mélange de fermeté et de séduction, octroyant des faveurs tout en rappelant que le roi restait le maître. Mais les grands seigneurs n'avaient pas oublié le temps où ils faisaient et défaisaient les rois, et le spectre de la Fronde, un demi-siècle plus tard, était déjà inscrit dans les tensions de ce règne. Pensons aussi aux marges du royaume, à ces régions frontalières où l'autorité royale se diluait dans la distance et la tradition. En Bretagne, le duc de Mercœur, ligueur obstiné, ne se soumit qu'en 1598, après des années de résistance. En Provence, les luttes entre factions se poursuivirent longtemps après la paix officielle. Dans les Pyrénées, la frontière avec l'Espagne restait poreuse, traversée par des contrebandiers, des espions, des prêtres clandestins. En Languedoc, les communautés protestantes vivaient dans un état de vigilance permanente, leurs temples ouverts, mais leurs regards tournés vers les remparts de leur place de sûreté. La France d'Henri IV n'était pas un pays unifié. C'était un assemblage de provinces, de coutumes, de langues, de fidélités croisées, maintenues ensemble par la personne du roi et par l'espoir de la paix. L'unification réelle, juridique, administrative, culturelle, prendrait encore des siècles. Mais Henri IV posa les premières pierres en imposant l'idée qu'il existait un intérêt supérieur, celui du royaume, qui transcendait les intérêts particuliers des provinces, des ordres, des confessions. Cette idée, que Richelieu puis Louis XIV développeraient jusqu'à l'excès, trouvait en Henri IV son expression la plus humaine, la plus empirique, la moins doctrinaire. Et l'édit de Nantes, justement, était l'expression juridique de cette philosophie. Ce texte mérite qu'on s'y attarde encore un moment, car sa complexité est souvent méconnue. L'édit n'était pas un document unique, mais un ensemble de 4 textes. L'édit proprement dit, comportant 92 articles, un brevet accordant des subventions aux protestants pour l'entretien de leurs troupes et de leurs places fortes, un autre brevet fixant les contributions de l'État aux pasteurs et aux institutions protestantes, et 56 articles secrets réglant des questions particulières. Cette architecture complexe reflétait la nature du compromis. Chaque disposition avait été négociée, marchandée, arrachée au terme de discussions interminables entre les représentants du roi, les délégués des assemblées protestantes et les parlements catholiques. Le contenu de l'édit était lui-même un exercice d'équilibrisme. La liberté de conscience était accordée à tous, mais la liberté de culte était géographiquement limitée. Les protestants pouvaient occuper des charges publiques, mais le catholicisme restait la religion dominante. Les places de sûreté étaient accordées pour 8 ans renouvelables, un compromis temporaire qui reconnaissait la méfiance sans l'institutionnaliser définitivement. Les chambres mi-parties, ces tribunaux mixtes, garantissaient une justice impartiale, mais créaient aussi un système judiciaire parallèle qui pouvait être perçu comme un privilège exorbitant. L'application de l'édit fut, comme souvent en histoire, plus difficile que sa rédaction. Dans certaines villes, des incidents éclatèrent quand les protestants tentèrent d'exercer leurs droits. Des processions catholiques passaient devant les temples en hurlant des insultes. Des protestants refusaient de décorer leurs maisons les jours de fêtes catholiques, comme la coutume l'exigeait.
des disputes surgissaient autour des cimetières, des cloches, des marchés tenus ou non le dimanche. La coexistence quotidienne, celle des rues et des places de village, était infiniment plus compliquée que la coexistence juridique, celle des articles de loi. Henri IV le savait. Il multiplia les interventions personnelles pour faire respecter l'édit, envoyant des commissaires dans les provinces, écrivant aux gouverneurs, menaçant les récalcitrants, apaisant les tensions. C'était un travail ingrat, sans fin, usant. Mais c'était le prix de la paix. Et Henri le paya, jour après jour, jusqu'à sa mort. La dimension religieuse de son règne ne se limitait pas au rapport entre catholiques et protestants. Henri IV dut aussi gérer la relation avec la papauté, qui fut longue et compliquée. Le pape Clément VIII finit par accorder l'absolution au roi en septembre 1595, après 2 ans de négociations laborieuses et humiliantes. Henri dut envoyer des ambassadeurs à Rome, accepter des pénitences symboliques, promettre de promouvoir le catholicisme dans son royaume. L'absolution papale fut un moment important, car elle coupait l'herbe sous le pied des ligueurs qui contestaient la légitimité d'un roi excommunié. Mais elle rappelait aussi que le roi de France, si puissant fût-il, ne pouvait ignorer complètement l'autorité spirituelle du pape. Les jésuites, cet ordre religieux fondé par Ignace de Loyola au XVIe siècle, jouèrent un rôle ambivalent dans le règne d'Henri IV. Expulsés du royaume après l'attentat de Jean Châtel en 1594, ils furent rappelés en 1603 à la suite de longues négociations où le père jésuite Pierre Coton joua un rôle clé. Coton devint le confesseur du roi, une position d'influence considérable. Les jésuites ouvrirent des collèges dans tout le royaume, contribuant à la formation intellectuelle de la jeunesse catholique. Mais leur loyauté envers le pape, leur discipline quasi militaire, leur réseau international suscitaient la méfiance des gallicans, ces catholiques français qui défendaient l'autonomie de l'Église de France par rapport à Rome. Ce jeu complexe entre le roi, le pape, les jésuites, les gallicans, les protestants, était caractéristique de la politique religieuse d'Henri IV. Rien n'était simple. Chaque geste en direction d'un camp provoquait une réaction de l'autre. Chaque concession créait une attente. Chaque compromis nourrissait un ressentiment. Gouverner la France d'alors, c'était marcher en permanence sur une corde raide, au-dessus d'un précipice de passion religieuse, et Henri IV marchait avec une agilité remarquable, même s'il trébucha parfois. Parlons aussi de la culture. Le règne d'Henri IV coïncide avec une période de renouveau culturel en France. Le traumatisme des guerres de religion avait paradoxalement stimulé la création littéraire et artistique. Les écrivains cherchaient à comprendre ce qui s'était passé, à exprimer la douleur, à imaginer un avenir meilleur. Agrippa d'Aubigné, poète protestant et compagnon d'armes d'Henri IV, écrivit Les Tragiques, poème épique qui dénonçait les horreurs de la guerre civile avec une violence verbale stupéfiante. Montaigne, dans ses essais, avait développé une philosophie du doute et de la tolérance qui reflétait les leçons amères du siècle. Pierre de Ronsard et la Pléiade avaient donné à la langue française une dignité nouvelle. Et bientôt, avec le siècle nouveau, viendraient Malherbe et sa réforme poétique, puis les grands classiques du XVIIe siècle. Henri IV n'était pas un roi mécène au sens où l'entendaient les princes italiens de la Renaissance. Il ne se souciait guère de poésie et préférait la chasse à la lecture. Mais sa cour attirait des artistes, des musiciens, des architectes, des ingénieurs. Le goût pour les arts se développait dans l'aristocratie et la bourgeoisie. Et surtout, la paix permettait le renouveau. Car la culture a besoin de stabilité pour s'épanouir, de temps pour créer, de richesse pour patronner. Les guerres de religion avaient détruit des bibliothèques, brûlé des églises, fait fuir des artisans.
La paix henricienne permit une reconstruction culturelle qui, pour être moins spectaculaire que la reconstruction politique, n'en était pas moins essentielle. La musique, par exemple. Le règne d'Henri IV vit l'introduction en France du ballet de cour, cette forme de spectacle qui mêlait danse, musique, poésie et décors somptueux. Le ballet comique de la Reine, représenté en 1581 sous Henri III, avait ouvert la voie. Sous Henri IV, les ballets se multiplièrent, devenant un instrument de propagande royale autant qu'un divertissement. Le roi lui-même y participait parfois, dansant avec ses courtisans dans un mélange de politique et de plaisir qui était bien dans son style. La gastronomie française, si l'on ose employer ce terme pour cette époque, commençait elle aussi à se distinguer. L'introduction de nouvelles cultures venues des Amériques, le maïs, la tomate, le haricot, le dindon, enrichissait lentement les tables françaises. Les mariages avec les Médicis avaient apporté des influences italiennes dans la cuisine de cour. Henri IV, avec son goût pour les plaisirs de la table, contribua à faire de la bonne chère un art de vivre français, une tradition qui se prolongerait à travers les siècles. La poule au pot, dans sa simplicité, symbolisait cette aspiration. Un repas modeste mais nourrissant, accessible à tous, signe d'une prospérité partagée. Mais ne nous laissons pas emporter par l'idylle. Le règne d'Henri IV eut aussi ses zones d'ombre, ses violences oubliées, ses injustices perpétuées. Les paysans, malgré les bonnes intentions de Sully, restaient accablés par les impôts. La taille, impôt direct pesant principalement sur le tiers-état, fut certes mieux répartie, mais elle n'en restait pas moins lourde. La gabelle, impôt sur le sel, était universellement détestée. Les corvées royales, les péages, les droits seigneuriaux continuaient de peser sur les épaules de ceux qui avaient le moins. La paysannerie française, si elle vivait mieux qu'en temps de guerre, n'en vivait pas bien pour autant. Les villes connaissaient aussi leurs tensions. La croissance démographique, alimentée par le retour de la paix, créait des problèmes d'approvisionnement, de logement, de salubrité. Les épidémies, peste, variole, dysenterie, continuaient de frapper régulièrement. La mortalité infantile restait effroyable. L'espérance de vie moyenne ne dépassait guère 35 ans, même en temps de paix. C'est un rappel salutaire que la prospérité du règne d'Henri IV était relative, mesurée à l'aune d'une époque où les standards de vie étaient incomparablement plus bas que les nôtres. Et puis, il y avait la question des esclaves et des colonies. Henri IV, en encourageant l'exploration et la colonisation du Canada, inaugurait une politique impériale qui comportait, dès ses débuts, des dimensions moralement problématiques. Le traitement des populations autochtones d'Amérique du Nord par les colons français fut certes moins brutal que celui des conquistadors espagnols, mais il ne fut pas exempt de violence, de spoliation, de tentatives de conversion forcée. Et plus tard, la France d'Henri IV et de ses successeurs s'engagerait dans la traite négrière, ce commerce inhumain qui constitue l'une des pages les plus sombres de l'histoire européenne. Henri IV n'en fut pas directement responsable, mais les fondations coloniales qu'il posa menèrent inévitablement à ses développements ultérieurs. Ces ombres ne doivent pas effacer les lumières, mais elles doivent tempérer la géographie. Henri IV fut un homme de son temps, avec les préjugés et les angles morts de son temps. Sa grandeur réside non pas dans une perfection morale impossible, mais dans sa capacité à résoudre un problème spécifique, celui des guerres de religion, avec une efficacité et une humanité supérieures à celles de ses contemporains. L'heure avance. La nuit s'épaissit. Et notre récit touche à sa fin, comme toutes les histoires finissent par toucher à la leur. Repensons à ce jour de mai 1610, dans cette rue étroite de la Ferronnerie. Le carrosse est arrêté. Le roi penche la tête pour écouter un compagnon. Un homme surgit. 3 coups de couteau. Le sang, le cri, le silence.
Et puis le tumulte, la foule, les gardes, la stupeur. Un règne s'achève en quelques secondes, comme une bougie que l'on souffle. La nouvelle se répandit à travers Paris comme une onde de choc. Les cloches sonnèrent le glas, les boutiques fermèrent, les gens pleurèrent dans les rues. Même ceux qui n'avaient pas aimé le roi sentirent que quelque chose de précieux venait de se briser. La paix, la stabilité, l'espoir, tout cela à la fois peut-être. Et de sentiments obscurs, difficiles à formuler, qu'un homme comme Henri IV ne reviendrait pas de sitôt, que cette combinaison particulière de courage, de pragmatisme, de charme et de lucidité était trop rare pour se reproduire. La nouvelle traversa les frontières. À Madrid, Philippe III, fils de Philippe II, apprit la mort de son ancien ennemi avec des sentiments mêlés. À Rome, le pape Paul V médita sur la fragilité des princes. À Londres, Jacques Ier, roi d'Angleterre et ami d'Henri, fut sincèrement affecté. À Constantinople, le sultan Ahmed Ier nota la disparition d'un souverain avec lequel l'Empire ottoman entretenait des relations diplomatiques actives. La mort d'Henri IV n'était pas seulement un événement français. C'était un événement européen qui modifiait les équilibres, ouvrait des possibilités, créait des incertitudes. Le procès de Ravaillac, bref et brutal, ne révéla rien de plus que ce que l'on savait déjà. Un homme seul, fanatisé, convaincu d'agir pour Dieu. La torture ne lui arracha aucun nom de complice. Il fut écartelé publiquement, ses membres arrachés par 4 chevaux, dans un spectacle d'horreur qui était la norme pénale de l'époque pour le régicide. La foule parisienne, cette même foule qui avait pleuré le roi, assista au supplice avec une avidité qui nous glace le sang. La justice du temps était spectaculaire, exemplaire, terrifiante. Elle visait non seulement à punir, mais à dissuader, à graver dans les esprits l'idée que toucher au corps sacré du roi était le crime suprême. Mais la vraie question, celle que l'histoire pose sans jamais y répondre définitivement, n'est pas celle de la culpabilité de Ravaillac. C'est celle de l'héritage d'Henri IV. Qu'a-t-il laissé? Qu'a-t-il changé? Qu'est-ce qui a survécu à sa mort? La réponse est nuancée, comme tout en histoire. L'édit de Nantes survécut 87 ans, jusqu'en 1685. C'est peu à l'échelle de l'histoire, mais c'est beaucoup à l'échelle d'une vie humaine. Pendant ces 87 ans, des générations de protestants français vécurent, travaillèrent, prièrent, élevèrent leurs enfants dans une relative sécurité, grâce au cadre juridique créé par Henri IV. Quand Louis XIV révoqua l'édit, provoquant l'exode de centaines de milliers de Huguenots vers la Hollande, l'Angleterre, la Prusse, l'Amérique, il détruisit un héritage, mais ne put effacer le souvenir. Et ce souvenir, transmis de génération en génération, contribuerait à alimenter la revendication de liberté religieuse qui aboutirait, un siècle plus tard, à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La reconstruction économique menée par Sully ne survécut pas longtemps à la mort d'Henri IV. La régence de Marie de Médicis dilapida les réserves accumulées. Les guerres du XVIIe siècle engloutirent les richesses recréées. Mais l'idée que l'État avait un rôle à jouer dans le développement économique, que les routes, les canaux, l'agriculture, les manufactures méritaient l'attention du souverain, cette idée persista et nourrit les politiques de Colbert sous Louis XIV, puis des physiocrates au XVIIIe siècle. L'urbanisme parisien d'Henri IV, lui, survécut magnifiquement. Le Pont Neuf est toujours là, traversé chaque jour par des milliers de personnes. La place des Vosges, ancienne place royale, reste l'un des plus beaux espaces urbains de Paris. La Grande Galerie du Louvre abrite aujourd'hui les collections du plus grand musée du monde. Ses pierres, ses arches, ses façades sont la trace la plus tangible d'un règne qui changea le visage de la capitale. Mais l'héritage le plus profond d'Henri IV est peut-être immatériel. C'est une idée, une attitude, un tempérament politique.
L'idée que la diversité n'est pas un obstacle au vivre ensemble, mais une réalité à organiser. L'attitude qui consiste à préférer le compromis à la victoire totale, la paix imparfaite à la guerre juste. Le tempérament d'un homme qui savait rire de lui-même, qui ne prenait pas la couronne plus au sérieux que la vie ne l'exigeait, qui mettait l'humain avant le dogme. Cette image, bien sûr, est en partie construite. La mémoire collective travaille comme un sculpteur, éliminant les arêtes, polissant les surfaces, accentuant les traits qui plaisent et effaçant ce qui dérange. Le Henri IV de la mémoire populaire, le bon roi Henri, le ver galant, le roi à la poule au pot, est une simplification. Le vrai Henri IV était plus complexe, plus ambigu, plus intéressant que sa légende. Mais les légendes ont aussi leur vérité, et celle d'Henri IV dit quelque chose de profond sur ce que les Français attendent de leurs dirigeants. Non pas la perfection, mais l'humanité. Non pas la toute-puissance, mais le pragmatisme. Non pas la sainteté, mais la capacité de comprendre les faiblesses humaines parce qu'on les partage. La nuit maintenant enveloppe complètement notre récit. Les siècles se sont écoulés depuis ce matin de mai 1610. La France a traversé d'autres guerres, d'autres révolutions, d'autres déchirements. Elle a connu des rois absolus, des républiques, des empires, des dictatures, des libérations. Elle a produit des philosophes de la tolérance et des fanatiques de l'intolérance. Elle a été, tour à tour et parfois simultanément, le pays des droits de l'homme et le pays de la terreur, le pays de la liberté et le pays de la colonisation, le pays de Voltaire et le pays de l'Inquisition. Mais dans cette longue histoire, tourmentée, magnifique, contradictoire, le règne d'Henri IV occupe une place particulière. Il marque un moment de bascule, un instant fragile où le possible l'emporta sur l'impossible, où un homme imparfait fit quelque chose de presque parfait pour son temps, où la France décida, non sans douleur, non sans résistance, de vivre avec ses différences plutôt que de mourir de ses uniformités. Et si cette histoire vous a accompagné dans la descente vers le sommeil, si les mots se sont faits plus lents, plus doux, plus lointains à mesure que la nuit avançait, alors elle a rempli son rôle. Car l'histoire, comme le sommeil, est un voyage dans le temps, dans la mémoire, dans l'expérience des autres. Un voyage qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que d'autres avant nous ont affronté des défis immenses et les ont surmontés, tant bien que mal, avec les moyens du bord. Henri de Navarre dort maintenant depuis plus de 4 siècles dans la crypte de Saint-Denis, parmi les rois de France dont il fut l'un des plus remarquables. La Seine coule toujours sous son pont. Les arbres de la place des Vosges bruissent toujours dans le vent. Et quelque part, dans la mémoire collective d'un peuple, persiste le souvenir d'un roi qui croyait que la paix valait tous les sacrifices, y compris celui de ses propres certitudes. Si cette histoire vous a plu, si elle vous a donné envie de fermer les yeux et de laisser le sommeil venir, n'hésitez pas à vous abonner pour que d'autres récits comme celui-ci vous accompagnent dans vos nuits. Bonne nuit et à bientôt.